l'appel n'est pas une contrainte. Vous pouvez lancer un appel et personne ne vous suit. Et si vous lancez l'appel et que vous êtes suivi dans cet appel, cela n'engage pas nécessairement votre responsabilité pénale sous le prisme de ce que vous mentionnez, les dispositions légales que vous venez de mentionner, dans le sens que chaque personne répondant à l'appel répond sur son initiative propre, donc délibère en toute conscience. La finalité, c'est qu'un peuple, qu'il réponde à un appel ou qu'il se lève de façon spontanée, le résultat est le même et que le peuple s'est levé. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être à l'origine de la prise de conscience ou encore de la réaction d'un peuple à un moment donné. Ah, mais sauf que Quant vous au êtes fait, pardonnez-moi de vous couper, vous êtes un acteur je politique. À vous en partir du prie. moment où un acteur politique appelle le peuple à exercer ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire que ça devient, et pénalement c'est une infraction, vous le savez bien, ça peut être assimilé à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, puisque c'est de nature à, entre guillemets, à troubler l'ordre public. Parce que quand on voit dans des pays où le droit de résistance a été exercé, c'est le peuple qui se lève spontanément, on peut citer la Révolution française, etc., où vous avez pris l'exemple de 1963 avec Fulbert Youlou, c'est le peuple qui s'est levé et ensuite les acteurs politiques peuvent accompagner le processus. Mais quand l'acteur politique est à l'origine de l'appel, à mon avis, pénalement, ça pourrait s'assimiler à une infraction. Bonsoir à tous, nous poursuivons notre série d'entretiens consacrée à l'opposition congolaise et aujourd'hui nous recevons Maître Charles Poitier-Ama. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Carlo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Maître Ben Luther Touré, avocat au barreau de Paris. Il n'est pas journaliste, il est avocat au barreau de Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Carlyle, bonsoir chers confrères. Bonsoir chers confrères. Bonsoir Ajemiba. Bonsoir Carly, bonsoir maître. Bonsoir madame. Bonsoir madame Jemima. Maître, on va débuter tout de suite avec l'actualité politique. L'actualité chez vous, c'est la déclaration de candidature du président pour un nouveau mandat. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ? D'abord, je voudrais vous dire l'appréciation positive que je porte sur l'activité que vous êtes en train de mener actuellement, la couverture de l'actualité politique du Congo, en veillant à préserver votre esprit d'indépendance et en faisant un travail d'équité entre l'opposition congolaise et le régime au pouvoir. Concernant la candidature de M. Sassou Nguesso, je vous dirais d'abord qu'il y a un quiproquo à lever sur cette question-là parce que la façon dont on présente le Congo à l'étranger et qu'on présente le peuple congolais ne correspond pas à la réalité de ces situations-là. Parce que parler d'une candidature de M. Sassou Nguesso, c'est donner à consommer à l'opinion publique internationale que le Congo est un pays comme les autres et qu'il se déroule dans ce pays des élections de façon périodique et donc c'est un pays normal, ce qui n'est pas le cas. Pour approfondir cette première remarque, je vous rappellerai la série télévisée Racine. Je pense que vous l'avez suivie, Roots, dans laquelle il y a un acteur qu'on appelle Kunta Kinte. Vous m'entendez? Oui, bien sûr, vous entend très bien. Bon, donc je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, mais dans bien la sûr, série... c'est un souvenir d'enfance. Voilà, dans cette série, l'acteur Kunta Kinte est esclave physiquement, mais dans son esprit, il n'a jamais accepté sa condition d'esclave. Et il fera tout son possible pour quitter cette condition matérielle. Il va tenter une fugue.
et le maître va déployer des moyens incommensurables pour le capturer et le ramener à cette situation d'esclavage. Et pour s'assurer qu'il ne prenne plus jamais une telle initiative, on va lui couper le pied et on va l'enchaîner pendant une certaine période. Pourquoi je vous parle de Kunta Kinte? Parce que le peuple congolais, et là je me réfère au préambule de la Constitution du 15 mars 1992 qui rappelle les faits auxquels je me réfère. Ça veut dire que depuis l'indépendance du Congo, l'indépendance proclamée en 1960, jusqu'à la conférence nationale, il y a eu un consensus à la conférence pour dire que le peuple congolais avait toujours été brimé, qu'il n'avait pas existé politiquement, que ses droits individuels et collectifs avaient été confisqués, ce qui fera qu'à la conférence, les Congolais vont se saisir de leur destin pour la première fois. Et à ce moment-là, que va faire le peuple congolais? Il va désavouer le régime en place à l'époque, le chef de l'État, c'est M. Sassou Nguesso. Il présente un candidat pour diriger la transition congolaise et ce candidat perd les élections. Il se présente lui-même aux élections de 1992. Il perd ces élections-là. Il présente des candidats de son parti aux élections législatives en 1993. Il perd ces élections. Il les présente aux élections municipales. Il les perd toutes. Ce qui signifie que le peuple congolais, dans sa conscience, avait rejeté ce système. Et pour avoir rejeté ce système, il était comme Kunta Kinte qui venait de quitter l'esclavage. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que le régime de M. Sassou Nguesso, ce système politique, va chercher des alliés à l'étranger. Ils vont s'acoquiner et ils viendront monter sur des chars, chasser le président que les Congolais avaient choisi. Et donc, c'est par la guerre que celui que les Congolais avaient chassé par les urnes viendra chasser celui qui avait été choisi par les Congolais. Et à partir de ce moment, il s'est cramponné au pouvoir, donc il revient par la guerre et il se maintient par les armes. Alors, les élections qui ont lieu de temps à autre sont une sorte de ravalement de façade, parce que la réalité est que le régime de 1997, c'est celui qui est là en ce moment. Et quand vous raisonnez en termes d'élections, ça opère des césures artificielles qui donnent un renouveau à ce système et lui donnent une certaine virginité internationale, ce qui n'est pas le cas. Maître, merci pour ce rappel historique. Mais si on revient un peu dans l'actualité, cette candidature a suscité de nombreuses réactions. Vous venez de réagir également sur ce sujet. Et l'autre question qui suit, c'est de savoir que doit faire l'opposition, sachant qu'il y a certains candidats qui se revendiquent de l'opposition, qui participent à ce scrutin. Est-ce qu'il faut y aller ou boycotter? À partir du moment où nous ne sommes pas un pays comme les autres, parce que si je poursuivais l'élan de la première remarque que je vous ai faite, je vous en ferai deux autres. La deuxième remarque partira de la première, consistant à dire que c'est un régime qui est allé chercher une armée étrangère qui est venue envahir le Congo. Donc l'armée angolaise est entrée au Congo avec des chars et cette armée a occupé le territoire congolais. Elle a installé ce nouveau régime. Elle s'est retirée après avoir pris les assurances que ce régime pouvait tenir par lui-même. Donc nous avons là tous les éléments de comportement d'une armée d'occupation, d'un pouvoir d'occupation, un régime d'occupation. D'ailleurs, il se comporte de sorte à le confirmer, puisque depuis 1997, on assiste à un saccage systématique de l'économie, un pillage systématique et organisé, une exportation massive des fonds publics malgré la situation difficile qui prévaut à l'intérieur du pays. La troisième remarque que je ferai avant d'arriver à l'aspect des candidatures et des positionnements de l'opposition,
La troisième remarque, toujours pour la communauté internationale, relativement au regard qu'elle porte sur le Congo, et la nouvelle génération dans notre pays qui n'a pas connu la situation d'où nous venons, c'est qu'aujourd'hui, le Congo vit dans un système d'apartheid. Cela n'est pas visible parce que nous avons tous la même couleur de peau. Mais lorsque vous référez à la résonance de nos noms, nous, on arrive à faire les différences, mais les étrangers n'arrivent pas nécessairement à faire ces différences. Pourquoi je vous parle d'apartheid? Parce que les fonctions régaliennes de l'État aujourd'hui sont monopolisées par les membres de la tribu du président de la République. Donc, depuis qu'il est là, le ministère des Finances, de l'économie et des finances revient de façon systématique aux ressortissants de son ethnie, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Justice. Or, vous êtes là au cœur de l'État. Et donc, il y a à ce niveau un apartheid qui est opéré contre tous les autres Congolais. Cela s'étend également à l'administration militaire et civile. Aujourd'hui, tous les chefs de corps des forces armées appartiennent tous à la même ethnie. Vous prenez la magistrature, par exemple, pour le système judiciaire. Vous avez le ministre qui est de la tribu du président. Les trois juridictions supérieures, donc la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Cour des comptes jusqu'au décès du titulaire de la fonction, les trois juridictions supérieures étaient occupées par des ressortissants de la tribu du président de la République. Vous prenez les juridictions à Brazzaville, la Cour d'appel, le tribunal de grande instance de Brazzaville, le parquet de la République, toutes ces fonctions sont occupées par des personnes qui sont de la tribu du président de la République. Et donc, de ce point de vue, vous avez une exclusion systématique du reste de la population congolaise. La totalité de la population congolaise est exclue. Et quand vous regardez ces choses de l'extérieur, on ne voit pas qu'il y a un peuple qui est en train de souffrir le martyre, donc qui est dans la situation du Kunta Kinte, qui a été rattrapé et mis dans des conditions pour qu'il ne se libère plus jamais. Et à côté de ça, vous avez le comportement d'un régime d'occupation et une application systématique de l'apartheid. Donc, il était nécessaire de vous mentionner ces éléments pour que vous sachiez de quel Congo vous êtes en train de parler, parce que ce n'est pas le Ghana. Et quand on parle des élections au Congo, ça ne s'apparente pas aux élections qui ont lieu au Ghana. Maintenant, concernant la participation ou pas de l'opposition à l'élection qui est annoncée, quand vous partez des prémices que je viens de poser, vous comprenez que dans une telle logique, un système d'occupation, un régime d'occupation, on ne va pas aux élections avec. D'ailleurs, eux-mêmes le répètent à bouche que veux-tu, comme on le dit. Ils disent, les tenants du régime disent, nous avons perdu le pouvoir, nous savons à quoi cela ressemble, nous ne pouvons plus nous permettre de perdre l'initiative. Quand je dis perdre l'initiative, les Congolais savent qui l'avait dit, dans quelles circonstances. Un autre tenant du régime a dit « Nous n'abandonnerons jamais ». Il a dit en lingala « Tokoti Kate ». Ça, tous les Congolais l'entendent et ils savent qui l'avait dit. Un autre encore a dit, et pas des moindres, mais je ne cite pas les personnes, a dit pour faire partir le président Sassou Nguesso, vous devrez marcher sur nos cadavres. Et c'est un ministre de la République qui l'a dit. Alors, quand vous avez des gens qui vous font ce genre de promesses et qui vous disent qu'ils organisent une élection, avant l'organisation de cette élection, sachant dans quelle situation ils ont plongé le pays, ils ont organisé une campagne de terreur en tuant des personnes à bout portant sans autre forme de procédure. Accusés d'être des criminels, ces gens ont été abattus à travers toute la République et pour terroriser les populations, on a profané leurs cadavres en les laissant sur les places publiques
pendant des jours afin Vous parlez que des tout le bébés monde noirs, vous puisse parlez des voir bébés ces noirs, cadavres. pour préciser. Vous parlez de l'opération des bébés noirs. Ouais. Exactement, je parle de l'opération des bébés noirs. Donc, ça a été une campagne de terreur menée contre la population congolaise sous prétexte de ramener la sécurité dans les villes, sécurité qu'on avait par ailleurs laissée envoler. Et donc, sous le prétexte de la ramener, on a conduit cette opération-là. Alors, dans ces conditions, peut-on parler d'une élection qui remplirait les conditions ordinaires d'une élection sous d'autres cieux? Je ne pense pas. Et s'il n'y a pas élection, on ne peut donc pas y participer. Et la logique, c'est que ce régime qui n'a ni légitimité ni légalité doit rencontrer le sort qui lui est réservé. Ça veut dire le soulèvement du peuple congolais qui a le droit d'exercer la souveraineté à n'importe quel moment, élection ou pas. Maître Ben Luther. Merci, merci Carlyle, merci cher confrère. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Bon, on n'est pas Il est partagé, cher confrère. Voilà, merci. On n'est pas du tout dans l'optique d'un débat contradictoire, mais c'est plus pour éclairer la lanterne des Congolais. Chers confrères, vous avez mis l'accent sur la particularité du Congo, Première question, comment définissez-vous votre Congo? Définir le Congo, si je devrais m'en tenir à la définition qui serait présentée à des organismes internationaux, par exemple, je partirais de son histoire et de sa géographie. Donc, un territoire de 342 000 km² situé au cœur de l'Afrique centrale, anciennement membre partiel du Royaume Congo, colonisé par la France et ayant accédé à la souveraineté internationale en 1960. Merci, cher confrère. Ce n'est pas du tout, en fait, la définition que j'attendais, pas d'un point de vue sociologique du terme, c'est-à-dire quelle est votre vision, vous, pour le Congo? Parce que vous avez dit que le Congo, c'est un État en quelque sorte un peu sui generis, puisque vous avez fait la comparaison avec le Ghana d'un point de vue politique en ce qui concerne les acquis de la démocratie, etc. Et donc ma question, en fait, c'est celle de savoir quelle est votre vision du Congo. Peut-être que je l'ai mal posée, mais quelle est votre vision du Congo? Ma vision du Congo, c'est un pays qui doit poursuivre sa marche vers la conquête de son destin en organisant son ordre politique interne sous la forme d'une république. Donc, le Congo dont je rêve est un Congo qui est une république, qui est démocratique et qui s'organise autour du marché. Merci pour votre réponse. Alors, puisque vous parlez de la République, donc allons directement dans le fond, notamment en ce qui concerne l'organisation institutionnelle. Si jamais vous arriviez au pouvoir, voilà, puisque vous avez un destin politique, si demain vous arriviez au pouvoir, quelle serait la forme idéale de l'État que vous voulez doter aux Congolais? Dans les propos que je tiens habituellement au nom de l'organisation que je dirige, les Patriotes, nous mettons en avant la nécessité de fonder une nouvelle république. Nous n'avons pas encore présenté publiquement la forme que prendra cette nouvelle république, mais puisque vous me posez la question et connaissant les éléments constitutifs, je pense à une république, nous pensons avec les autres avec lesquels nous travaillons, à une république de type fédéral.
Le régime sera présidentiel et la République sera fédérale. Donc, pas un État unitaire, une République fédérale, parce que c'est un système qui a montré une certaine efficacité en ce qui concerne à la fois l'organisation économique du pays, l'organisation politique et sociale. Et de ce point de vue, on prendra les distances avec le régime constitutionnel d'aujourd'hui, qui d'ailleurs est un régime problématique à maints égards. Merci maître, mais au début de votre intervention, vous avez pointé du doigt le fait qu'il y a en quelque sorte hein, une espèce de tribalisme qui règne dans la sphère politico-administrative, on va dire ça. Mais vous proposez le fédéralisme, c'est-à-dire que quand on sait les principes hein, qui organisent l'État fédéral, donc la superposition de deux ordres juridiques, la participation et l'autonomie des entités fédérées. Pour un État comme le Congo, où vous l'avez vous-même pointé du doigt, où le tribalisme, par exemple, est prégnant, existe réellement, vous ne pensez pas que là, c'est un risque, en fait, d'aller vers ou d'encourager des velléités sécessionnistes? Non, pas du tout, parce que pour la bonne raison, d'abord que j'ai mentionné, j'ai parlé d'une république. La République, comme vous le savez, organise des rapports de droit entre les membres de la communauté. À partir du moment où nous partons du principe du primat du droit dans les relations entre les personnes, il ne devrait pas y avoir d'interférence d'ordre subjectif comme l'origine de la personne. Quant au fédéralisme lui-même, je ne pense pas qu'il puisse y avoir dans les populations congolaises, en dehors d'une certaine élite, parce que la situation d'apartheid actuelle est une situation qui a été organisée par des dirigeants politiques qui sont nés dans la première moitié du siècle passé. La majorité des Congolais est née au cours de ce siècle, sinon à la fin du XXe siècle. Or, ceux qui nous dirigent sont nés dans la première moitié du XXe siècle. Donc, sans leur faire injure, ce sont des villageois. Ce sont nos pères et mères, ce sont nos parents, nos grands-parents, mais c'est des villageois. Et au village, on parlait patois, on pensait en patois, on développait des instincts primitifs comme l'instinct grégaire, ce qui fait qu'à leur époque, lorsque nos parents arrivaient dans les villes, ils recherchaient les gens qui étaient du même village qu'eux, parce qu'ils pouvaient parler dans la même langue, ils se connaissaient, ils avaient les mêmes habitudes. Il se trouve que ces parents sont actuellement aux commandes de l'État avec les réflexes de leur enfance. C'est pour cela qu'ils organisent ce système d'apartheid dans le pays. Les Congolais d'aujourd'hui, les nouvelles générations, je vous mentionnerai le fait que dans les 5 grandes villes du Congo, 4 de ces grandes villes qui sont les plus peuplées se trouvent dans le sud du Congo. Donc, dans ces villes sont nés la majorité des Congolais d'aujourd'hui. Ceux qui ont moins de 60 ans, et même certains qui ont 60 ans, sont nés dans ces villes. Ils sont nés à Brazzaville, à Dolisie, à Nkayi ou à Pointe-Noire. Très peu viennent des autres villes. Alors, il y a un brassage qui s'est fait dans ces villes. Les parents se sont mélangés à telle enseigne qu'il est devenu, déjà à notre époque, difficile de trouver un Congolais qui soit de pure souche, qui serait des 2 parents de la même ethnie. Il y a beaucoup de mélanges. Les noms vont rester et continueront à prêter à confusion. Mais la réalité est que les Congolais se sont suffisamment mélangés pour qu'un régime de fédéralisme ne soit pas un facteur de division, puisque déjà au moment où nous parlons, même dans le système unitaire, vous avez
des personnes qui représentent des départements qui seraient supposés du Nord, mais qui ont des noms avec une résonance du Sud, d'autres qui représentent des départements du Sud, comme Pointe-Noire, mais qui ont des noms avec une résonance qu'on dirait du Nord. Alors, en ce moment, il y a ce brassage qui se fait au niveau des populations. Il n'y aura aucun problème à ce que le brassage continue et que le régime fédéral fonctionne normalement, surtout si à la tête de l'État se trouvent des personnes qui sont nées dans les villes et qui n'ont absolument rien à voir avec les réflexes ataviques et primitifs. Merci. Moi, j'aimerais revenir, si Oui. vous mettez maître Charles, j'aimerais revenir sur des termes que vous utilisez depuis le début de l'émission, système d'apartheid, régime d'occupation. Quand on connaît un peu l'histoire, c'est pas un peu trop fort à votre avis? Ce sont des mots que vous revendiquez. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le Congo est vraiment, je dirais, considéré comme un pays à l'époque du nazisme quasiment, parce que je trouve que les mots sont assez graves pour décrire votre pays. Vous auriez été Congolais, vous seriez en train de vous dire que c'est exactement cela que nous vivons dans le pays. Et il se trouve qu'il y a un habillage qui est fait pour la communauté internationale dont l'objectif justement est de faire apparaître notre pays comme un pays normal, mais la réalité de notre pays, c'est celle que vous venez de saisir. Ça veut dire qu'il y a un régime d'apartheid et qu'il y a un système d'occupation qui est arrivé en 1997 et qui, depuis lors, s'est maintenu en organisant des parodies électorales qui opèrent une césure fictionnelle aux yeux de la communauté internationale. Donc c'est un habillage fait pour la consommation internationale et d'ailleurs, il y a certains propos qui ont été tenus publiquement allant dans ce sens-là. Maître, avant que... Alors, je poursuis, chers confrères. Vous avez parlé d'un soulèvement populaire. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais qui nous suivent, en fait, ce que ça veut dire concrètement dans votre esprit? Il consiste à ce que les Congolais agissent de façon pacifique, mais reprennent le contrôle de leur pays, qu'ils disent non à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, le pillage systématique de l'économie, l'exportation massive des ressources nationales, le bradage des ressources nationales. Je vous prendrai pour exemple le contrat qui a été signé avec la Russie pour la construction d'un pipeline. Dans ce contrat, il est dit que la Russie prendra 90% des résultats d'exploitation et le Congo prendra 10%, sous prétexte que c'est la Russie qui apporte les investissements. Mais on oublie que le Congo apporte le territoire. Le territoire sur lequel on va construire ce pipeline, c'est le Congo qui l'apporte. Et en s'en tenant à la logique comptable, il y aura des affectations aux amortissements qui feront que la Russie, pendant la période d'exploitation, récupérera l'intégralité de son investissement, mais en dehors de cela, elle prendra encore 90% des résultats d'exploitation, ce qui est une aberration. Alors, le soulèvement, il consiste à rappeler d'abord que chaque peuple opprimé a le droit de s'opposer à l'oppression par tous les moyens nécessaires. Cependant, nous prenons l'opposition à cette oppression par des moyens pacifiques. Les Congolais se sont soulevés contre le président Youlou en 1963 et ils l'ont fait partir. Ils se sont dressés contre le président Sassou Nguesso en 1991. Ils ont obtenu l'organisation de la conférence nationale et des élections libres et transparentes par la suite, qui ont fait partir le président Sassou Nguesso. Et donc, dans mon esprit, il s'agit des manifestations de cette nature qui peuvent prendre la forme soit de la désobéissance civile rendant le pays ingouvernable comme en 1991. Pendant 3 mois, les Congolais ont cessé de travailler et cela a provoqué les changements nécessaires dans le pays. Ils peuvent observer cette méthode-là, tout comme ils peuvent également occuper des places publiques, ce qu'ils ont fait en 1963. Donc ces deux méthodes sont des méthodes à la fois
pacifique et entre dans le cadre du droit d'un peuple à disposer de lui-même. Maître, je pense que aujourd'hui, si on fait un peu de réel politique, quand vous regardez un peu le pays et la dynamique actuelle, est-ce que les Congolais sont en mesure de sortir dans les rues pour revendiquer quoi que ce soit? Est-ce que finalement on n'a pas un peu, je pèse mes mots, mais un peu traumatisé par les derniers événements? Vous avez raison de le mentionner. Il y a eu c'est pour ça que je parlais de campagne de terreur qui a été menée à Essian avec le but justement d'organiser la réticence des Congolais à aller dans la rue. Est-ce qu'il pourrait prendre ce risque aujourd'hui? Je ne vous dirai pas non d'emblée. Pourquoi? Parce que ce peuple a connu la guerre en 1997. Donc c'était un coup d'État très violent parce que ça a été de dizaines de milliers de morts. D'aucuns parlent de centaines de milliers de morts. Cela n'a pas empêché ce peuple, dans l'esprit de Kunta Kinte dont je vous parlais, qui n'a jamais renoncé à son instinct de liberté, ce peuple est quand même sorti en 2015 et en 2016. En 2015, j'ai exprès quitté le Canada, j'ai laissé tout ce que je faisais. Je suis rentré au Congo pour participer à la résistance contre le changement de la Constitution. Donc j'ai vécu ces choses de mes propres yeux. J'étais sur le terrain à Brazzaville, j'étais sur le terrain à Pointe-Noire et les Congolais étaient dans la rue par centaines de milliers. Donc la soif de liberté n'est jamais morte chez ce peuple. Il voudra toujours de sa liberté et dès que l'occasion se présentera, peut-être qu'il attend d'avoir un chef bien identifié pour s'aligner derrière, mais en tout cas, dès que l'occasion se présentera, le peuple congolais ira à la recherche, à la conquête de sa liberté et nous pourrons à ce moment fonder une nouvelle république qui organisera les relations entre Congolais sur la base du droit. Maître, pour terminer avec... Oui, cher confrère, pour terminer, je reviens encore sur le droit de résistance, hein, ce que dont vous parliez tout à l'heure. Donc vous faites appel à ce que le peuple s'insurge en quelque sorte et se mette dans la rue en utilisant des moyens pacifiques, hein, vous l'avez mentionné, mais quand on voit dans l'exercice de ce droit de résistance, on voit que son exercice est spontané et le peuple l'exerce en toute autonomie, c'est-à-dire sans... comment dire, sans le contrôle des acteurs politiques, sans l'impulsion des acteurs politiques. Vous êtes un acteur politique, vous appelez à ce que le peuple exerce en quelque sorte ce droit de résistance, vous avez appelé à la désobéissance civile, mais vous ne voyez pas que c'est, d'un point de vue juridique, ça peut être assimilé à l'appel à la rébellion, comme si on veut rester par exemple dans le cadre franco-français et que vous connaissez très bien, qui est reprimé par l'article, par exemple, 433-10 du code pénal que vous connaissez. Et vous ne voyez pas que vous êtes là en train de faire appeler le peuple, en fait, à la rébellion. Parce que le peuple ne va pas exercer son droit de résistance parce qu'elle l'aura décidé, mais c'est parce qu'un acteur politique ou des acteurs politiques l'auraient décidé. C'est là aussi est une très bonne question d'un point de vue qualitatif parce que ça permet de clarifier un certain nombre de choses, notamment le fait que l'appel n'est pas une contrainte. Vous pouvez lancer un appel et personne ne vous suit. Et si vous lancez l'appel et que vous êtes suivi dans cet appel, cela n'engage pas nécessairement votre responsabilité pénale sous le prisme de ce que vous mentionnez, des dispositions légales que vous venez de mentionner, dans le sens que chaque personne répondant à l'appel répond sur son initiative propre, donc délibère en toute conscience.
La finalité, c'est qu'un peuple, qu'il réponde à un appel ou qu'il se lève de façon spontanée, le résultat est le même et que le peuple s'est levé. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être à l'origine de la prise de conscience ou encore de la réaction d'un peuple à un moment donné. Ah, mais sauf que Quant vous au êtes fait, un acteur, pardonnez-moi de vous couper, vous êtes un acteur je politique. À vous en partir du prie. moment où un acteur politique appelle le peuple à exercer ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire que ça devient, et pénalement c'est une infraction, vous le savez bien, ça peut être assimilé à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, puisque c'est de nature à, entre guillemets, à troubler l'ordre public. Parce que quand on voit dans des pays où le droit de résistance a été exercé, c'est le peuple qui se lève spontanément, on peut citer la Révolution française, etc., où vous avez pris l'exemple de 1963 avec Fulbert Youlou, c'est le peuple qui s'est levé et ensuite les acteurs politiques peuvent accompagner le processus. Mais quand l'acteur politique est à l'origine de l'appel, à mon avis, pénalement, ça pourrait s'assimiler à une infraction. C'est pour cette raison que je parlais de la nuance qualitative sur cet aspect-là, dans le sens que si vous prenez, je vous donnerai deux exemples historiques. L'ayatollah Khomeini se trouve à Paris en 1979 lorsqu'il lance un appel au peuple iranien à exercer sa souveraineté, ce qui fut fait. Le président Gbagbo, lorsqu'il remporte l'élection en 2000 et que le général Robert Gueye essaie de lui voler le résultat, il demande au peuple d'exercer sa souveraineté et le peuple ivoirien exerce sa souveraineté. La Ce n'est pas la désobéissance désobéissance civile, civile, par contre. Là, ce n'est pas la oui, je désobéissance réponds, civile. j'entame la désobéissance civile. D'accord. Concernant la désobéissance civile, cela dépend des régimes. Les régimes ne sont pas les mêmes. Les régimes autoritaires vont considérer la désobéissance civile comme une infraction. Les régimes libertaires ne considèrent pas la désobéissance civile comme une infraction. Parce que la désobéissance civile, c'est le droit de chaque citoyen de ne pas exercer ses obligations de la journée, par exemple. Qui est un employé privé qui ne se rend pas au travail en observant la désobéissance civile ne commet aucune infraction. Et celui qui demande à quelqu'un de faire une chose qui n'est pas une infraction ne peut pas être lui-même en train de commettre une infraction. Donc, pour que celui qui demande à une personne de faire quelque chose se trouve en situation contraventionnelle, il faudrait que la chose qu'il demande de faire soit une chose d'une part interdite. Au Congo, la désobéissance civile n'est pas interdite. Et même si c'était une chose interdite, il faudrait encore qu'il soit légiféré que celui qui demande à faire une chose interdite puisse être puni pour cela. Si quelqu'un demande à un autre dans la rue de poser un acte de violence contre une tierce personne, il n'en répondra pas parce que celui qui va poser l'acte en question aura délibéré et l'acte lui appartiendra à ce moment-là. Et donc le peuple est souverain et toutes les fois qu'on demande à un peuple d'exercer sa souveraineté, cela ne peut pas être une infraction. Pour terminer, chers confrères, vous avez parlé de l'aspect, on va dire, qualitatif, mais j'ai envie de parler de l'aspect organique, c'est-à-dire la personne qui ordonne ou qui fait l'appel. Le problème, c'est ça. Quelle est sa qualité? Est-ce que c'est un acteur politique ou c'est un membre de la société civile, etc. Si c'est un membre de la société civile, à ce moment-là, il n'y a pas infraction. Mais si c'est un acteur politique, parce que n'oubliez pas que demain vous pourrez être au pouvoir, et que si un acteur politique se lève pour demander au peuple de se lancer dans la rue ou d'agir en désobéissance civile, à ce moment-là, c'est une infraction. L'infraction est caractérisée au regard de la qualité de la personne qui demande, qui fait l'appel.
On peut Bon, nuancer. vous savez que dans la profession qui est la nôtre, nous n'allons pas monopoliser cet échange sur ce seul sujet, mais dans Merci, la c'est Oui, profession parfait. cher qui est la confrère, c'est nôtre, compris. oui, dans la profession qui est la nôtre, nous sommes d'accord généralement que nous ne serons pas d'accord. C'est pour cela d'ailleurs qu'en procès, nous nous trouvons en opposition. Et Exactement. donc sur la caractérisation des faits et leurs conséquences, nous ne sommes pas d'accord sur ces sujets-là parce qu'il reste acquis à mon intime conviction que l'exercice de la souveraineté par le peuple n'ait jamais eu une infraction et celui qui demande au peuple d'exercer sa souveraineté ne peut pas se trouver lui-même en situation infractionnelle. Merci beaucoup, maître. On va maintenant parler de sujets de société avec Jemima. Maître Ben a introduit ma première question en parlant de ces appels. J'aimerais qu'on y reste un instant, parce que tout de même, vous parliez dans un discours, hein, vous disiez, vous preniez des exemples en citant des pays tels que l'Égypte, la Tunisie, le Népal, le Burkina Faso ou Madagascar. Des pays, on sait, qui ont été bouleversés par des soulèvements de population ou des coups d'État. Alors, dans votre discours, vous maintenez également le fait que ni liberté, ni prospérité, sans en payer le prix. Alors, de quel prix concrètement s'agit-il? C'est le discours que j'ai prononcé en disant au peuple congolais que la liberté a un prix. C'est un prix Nobel d'économie, Milton Friedman, qui avait dit « There is no such a thing as a free lunch ». Donc, il n'y a pas de repas gratuit. Toutes les fois que vous mangez, que vous consommez un repas, si vous ne l'avez pas payé, il y a quelqu'un d'autre qui l'a payé pour vous. Il n'y a pas de repas gratuit et la liberté n'est pas gratuite. Il n'y a pas un peuple dans le monde qui s'est libéré sans effort. Tous les peuples qui aspirent à la liberté et de celle-ci à la prospérité doivent accepter d'en payer le prix. La liberté, il faut la conquérir. Et le peuple congolais a manqué l'occasion de la lutte de libération contre le colon parce que les indépendances avaient été décrétées et depuis lors, il n'a pas eu l'occasion véritable de se battre pour sa liberté. En 1991, lorsqu'il y a eu la conférence nationale, les Congolais ont consenti des sacrifices pendant cette période-là. Pendant 3 mois, nos parents n'ont pas travaillé parce que ils voulaient qu'il y ait des changements dans le pays. Le prix qu'ils ont payé à ce moment-là, ce sont les 3 mois de salaire. Certainement qu'il y avait eu une récupération par la suite, je ne m'en souviens pas trop, mais ils ont fait ce sacrifice de 3 mois de salaire de 3 mois sans salaire pour obtenir la tenue de la conférence nationale et ensuite des élections libres et transparentes. Quand je parle aux Congolais d'aujourd'hui de consentir les sacrifices nécessaires pour accéder à la réalisation de leurs rêves, c'est notamment ce genre de sacrifice. Donc, par exemple, suivre une désobéissance civile pendant une période qui fera que nos compatriotes qui dirigent le pays acceptent d'organiser une situation qui permette le retour à un régime républicain, que nous puissions sortir de cet apartheid, que nous puissions sortir de cette sorte de monarchie de fait et qu'on en revienne à la République, que nous ayons de nouveau un État en bonne et due forme et que les relations entre Congolais soient des relations basées sur le droit et que chacun soit protégé dans son droit à construire son patrimoine et à rechercher son bonheur. Et alors, dans la mesure où cette liberté vous serait octroyée, quelles seront les premières réformes sociales? Les premières réformes sociales concerneront la valorisation du travail. Il faut remettre l'homme congolais au travail parce que ce régime qui dure depuis 1997 a perpétré
la casse humaine dans le pays. Quand je dis la casse humaine, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fini leur vie sans jamais avoir travaillé. Vous avez des personnes aujourd'hui qui sont à l'âge de la retraite alors que de toute leur vie, elles n'ont pas travaillé. Vous avez des personnes qui approchent l'âge de la retraite et qui n'ont eu que des emplois précaires, qui n'ont pas cotisé pour leur retraite. Et nous avons une population comme ça immense, des gens qui vont entrer dans le troisième âge et le grand âge sans aucune ressource, sans aucun revenu. Alors, il faudrait rattraper cette situation en rationalisant la gestion économique. Les mesures immédiates pour remettre les Congolais au travail, il y en a une que j'ai proposée en 2021 en participant de façon indirecte au débat présidentiel de cette année-là. J'avais proposé une mesure pratique que j'ai vue en œuvre dans d'autres pays. Elle consistait à mettre 10 000 Congolais au travail immédiatement. En faisant quoi? Avec une somme de 10 milliards de francs CFA, vous arrivez à mettre à la disposition de 10 000 personnes la somme de 1 million de francs CFA. Et cette somme, vous pouvez la répartir. Une partie serait en argent liquide, une autre partie serait en matériaux nécessaires pour que les gens puissent organiser des fermes agricoles. Avec 1 million de francs CFA, chaque Congolais est capable d'organiser une activité agricole qui sera prospère. Si vous avez 10 000 personnes qui vont dans les campagnes ou dans les périphéries des villes et se mettent à faire de l'agriculture, au bout de 6 mois, les premiers produits qui poussent au bout de 6 mois vont arriver sur les marchés. On va inonder le marché congolais de produits bio et frais. Cela permettra d'une part de baisser les prix sur le marché, donc d'abonder le panier de la ménagère, et les Congolais qui se nourriront mieux, naturellement, se porteront mieux. Donc avec 10 milliards de francs CFA, à raison d'1 million de francs CFA distribués à 10 000 personnes, vous avez 10 000 emplois que vous créez immédiatement. Mais le vrai travail à faire sur cet aspect socio-économique consiste à mobiliser les leviers de création d'emplois. Ces leviers, c'est notamment faciliter les investissements. Or, cela n'est possible qu'avec la facilitation des financements. Les porteurs de projets au Congo, il y en a, mais les financements ne sont pas toujours présents. Pourquoi? Parce que il y a dans la zone du franc CFA, la zone CEMAC, où on utilise le franc CFA comme monnaie, une rareté de banques. Les banques ne sont pas nombreuses par rapport à la population, et non seulement qu'elles ne sont pas nombreuses, ces banques, mais en plus de ça, les conditions d'accès au crédit sont très difficiles et les taux d'intérêt sont des taux à 2 chiffres. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez réuni les conditions de l'enfer pour les affaires. La zone CEMAC est un enfer pour les affaires. Vous ne pouvez pas espérer avoir des emplois abondants dans un périmètre, dans un environnement économique où il n'y a pas de tissu bancaire pour faire les financements nécessaires. Donc, une mesure... Pardon, oui, je disais, c'est dans ce contexte que vous souhaitiez constitutionnaliser le droit au crédit. Exactement. Il faudra constitutionnaliser le droit au crédit pour que la liberté économique qui est inscrite dans la Constitution et le droit au travail qui est lui aussi inscrit dans la Constitution deviennent des réalités. Si vous avez une liberté inscrite dans la Constitution, mais que matériellement, vous ne pouvez pas la réaliser, c'est une liberté nominale. Et nos peuples vivent depuis les années 60 dans des libertés qui sont nominales. L'une des actions que je mènerai dans de telles circonstances, ce sera de voir avec tous les partenaires de la CEMAC pour abaisser
le capital initial exigé aux fondateurs des banques. Pour créer une banque dans la zone CFA, il vous faut 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA. On est en train de parler des populations qui étaient paysannes il y a quelques décennies en arrière et qui sont aujourd'hui majoritairement soit des fonctionnaires, soit des employés du privé. Si vous leur dites qu'il faut à chacun d'eux 10 milliards de francs CFA pour créer une banque, la conséquence immédiate, c'est qu'aucun d'entre eux n'est propriétaire d'une banque, c'est le cas au Congo, et toutes les banques appartiennent à des étrangers. Et ça, c'est une anomalie dans ce pays. Aux États-Unis, quand vous voulez créer une banque, il vous faut 5 millions de dollars. Et donc, ça vous fait le quart de ce qu'on demande à un Congolais, alors qu'aux États-Unis, nous sommes en train de parler d'un pays dans lequel le capitalisme existe depuis plus de 2 siècles. Et les gens ont accumulé des capitaux là-bas de génération en génération. À eux, on leur demande 5 millions de dollars, l'équivalent d'environ 2 milliards 500 ou 3 milliards de francs CFA, tandis qu'au Congolais, qui est à peine sorti de sa savane, on lui demande 10 milliards. En zone euro, on demande 5 millions d'euros pour créer une banque. Au Canada, on demande 5 millions de dollars pour créer une banque. C'est donc une aberration que dans la zone CFA, qu'on demande 10 milliards, il faudrait faire en sorte que cette somme soit réduite, par exemple, à 500 millions de francs CFA, parce qu'il ne faut pas mystifier la banque. La banque est une entreprise comme tout autre. Merci, maître. Et par rapport à ces crédits, à ces droits de crédit, un Congolais, par exemple, qui souhaiterait bénéficier de ce droit, quelles seront les conditions qu'il devrait remplir? Si je mentionnais ces conditions, je me mettrais à la place des banques. En tant que gouvernant, je poserai les conditions que devra satisfaire la banque plutôt que les conditions que doit satisfaire le citoyen congolais. Évidemment que le gouvernement aura un droit de regard là-dessus parce que l'objectif, c'est de rendre le crédit accessible. Mais il appartiendra aux banques de regarder ces aspects-là. Nous, on travaillera sur la facilité des Congolais d'accéder à la création des banques. Plus il y aura des banques, plus il sera facile d'obtenir des financements parce qu'il y aura une concurrence entre les banques. Et ensuite, il faudra faire un travail de fond pour que les taux d'intérêt cessent d'être des taux d'intérêt aussi exorbitants qu'ils le sont. Figurez-vous qu'en Europe, vous arrivez à emprunter à des taux négatifs. Ça veut dire que vous empruntez de l'argent sans payer d'intérêt. Et vous êtes là dans des pays qui sont capitalistes depuis très longtemps. Et si en Europe, les gens peuvent emprunter à des taux négatifs, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des circonstances où on en arrive là. Mais de façon générale, on emprunte en Europe à un taux, à un chiffre. On n'emprunte pas à 2 chiffres, à un taux de 2 chiffres. C'est un seul chiffre. Généralement, on est entre 3 et 6%. En zone CEMAC, vous pouvez atteindre facilement 13%. Donc, il est difficile pour vous, dans cette zone difficile d'affaires, d'accéder au crédit, mais une fois que vous accédez au crédit, vous remboursez ce crédit au double du taux d'intérêt que rembourse un Européen ou un Américain. Et dans ces conditions, vous comprenez que si c'était une course entre un Européen et un Africain pour atteindre un certain niveau de prospérité, l'Européen atteindra ce niveau-là et les générations d'après arriveront sans que le premier Africain soit arrivé parce que c'est tellement difficile pour lui. Et donc, il faut sortir nos populations de cet enfer des affaires pour que nous puissions créer les conditions d'un paradis des affaires. Et pour cela, il faut agir au niveau bancaire. Merci beaucoup, maître. Merci. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère vous revoir à l'occasion de ce scrutin, même si vous considérez que c'est une mascarade, pour essayer de paraphraser un peu vos propos. Merci de vous... Allez-y. Si vous me permettez un mot de la fin. Allez-y. Oui, c'est de dire que la situation
du Congo est une situation dans laquelle le pays est envahi par des produits étrangers. Nous nous sommes trop habitués dans les pays africains à prendre notre quotidien comme il vient et à ne pas finalement trop nous poser des questions. Quand vous voyez l'action de Donald Trump dans son premier mandat, lorsqu'il est arrivé à la présidence des États-Unis, sa première réaction a été de mener une guerre économique contre la Chine parce qu'il trouvait anormal la balance commerciale qui pesait en faveur de la Chine. Il y avait beaucoup plus de produits importés de la Chine que de produits exportés des États-Unis vers la Chine. Et il a travaillé pour redresser cette balance commerciale et dans son deuxième mandat, il continue ce travail et là, les résultats sont extraordinaires, la façon dont la balance commerciale américaine est en train de se redresser, donc la façon dont il résorbe le déficit extérieur des États-Unis. Dans un pays comme le Congo, vous entrez dans n'importe quel supermarché, vous ne trouvez presque pas de produits nationaux. Donc, il y a peut-être 1 ou 2% de produits nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a perdu la guerre économique. On importe beaucoup plus que nous exportons. Et notre facture alimentaire est de 700 milliards de francs CFA, si elle n'a pas changé depuis l'année passée. 700 milliards que nous exportons, ça veut dire que nous payons les salaires de ceux qui produisent ce que nous importons. Et c'est une anomalie pour un pays qui veut se développer. Il faudrait travailler sur le renversement des tendances de notre balance commerciale. Et pour cela, le chef de l'État congolais doit être un chef de guerre. Il doit entrer en guerre économique et utiliser tous les leviers du pouvoir, d'une part pour remettre les Congolais au travail, d'autre part pour mieux exploiter les ressources naturelles et évidemment avoir un regard particulier sur l'intelligence artificielle et tous les autres aspects de la connaissance, parce que maintenant nous sommes dans l'économie de la connaissance et il faut travailler sur cette ingénierie-là. Donc actuellement, il y a quelqu'un qui est au pouvoir. J'avais déjà lancé cet appel pour qu'il puisse mener la guerre économique. Il ne m'a pas entendu il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, je dis aux Congolais, il y a une nouvelle génération politique qui est prête. Nous devons faire naître une nouvelle république. Le président de la République doit partir. Merci beaucoup, Maître. Merci à Maître Ben Luther. Merci à Jemima. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.